Les informations économiques en République démocratique du Congo et même en Afrique, c'est avec nous, Zoom Ecolai. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles et bienvenue à cette édition qui vous donnera justement l'évolution des activités économiques en République démocratique du Congo. Nous allons démarrer avec les nouvelles en bref. On se retrouve juste après pour les détails. C'est parti. Les opérateurs du secteur de télécommunications en République démocratique du Congo ont réalisé un chiffre d'affaires à hauteur de 1 992 milliards de dollars américains au cours de l'exercice 2023, selon le rapport de l'Observatoire de la téléphonie mobile, une structure de l'autorité des régulations de postes et des télécommunications au Congo. Airtel occupe la tête du classement avec un chiffre d'affaires de 707 millions de dollars américains, suivi de Vodacom avec 653 millions de dollars américains, Orange et Africell avec respectivement 545 millions de dollars américains et 85 millions de dollars américains. Plus de détails sur Zone-Company. N'est comptant que 13 opérateurs dont un seul exploitant public, le marché des services postaux en République démocratique du Congo sont tous actifs dans divers segments, notamment sur le marché national et international pour la fourniture des services de courrier et lettres, de colis et des services financiers postaux. D'après le rapport de l'Observatoire du marché de la poste, une structure de l'autorité de régulation de postes et des télécommunications, pour ce qui est de la poste finance, le 1799 transactions déclarées ont été principalement enregistrées par 2 opérateurs. Liste de détails sur Zone-Company. À lui seul, le secteur forestier de par le monde est à l'origine de 1% de la totalité des emplois, avec plus de 33 millions de personnes qui y travaillent directement, d'après la Banque mondiale. Ainsi, l'institution de Bretton Woods renseigne que investir dans les forêts, c'est investir au profit de populations, des économies et de la planète. À ces jours, 90% de personnes vivant dans l'extrême pauvreté dépendent plus ou moins d'elles pour leurs moyens de subsistance. Plus de détails sur Zone-Company. L'Empire du Millier, dans sa stratégie de dominer le monde, mise sur un soft power multilatéral incluant le secteur bancaire, ne cesse de faire d'une pierre deux coups en termes d'actifs financiers. D'après un rapport axé sur les banques publié au mois de mai 2024 par SER Global Rating, 4 banques chinoises occupent la première position avec Industrial and Commercial Bank of China en tête. Plus de détails sur Zone-Company. Voilà, de retour sur ce plateau, nous allons prendre notre toute première rubrique. Il s'agit des chiffres clés qui nous sont présentés par Judith Unamaka. Judith Unamaka, bienvenue. Merci Guy. Alors avec vous, nous parlons chiffres et ces chiffres sont également évoqués lorsque l'on parle du taux de change. On évoque le taux de change en République démocratique du Congo. Première question, que retenir de l'évolution de ce taux de change en parlant justement du marché parallèle et le taux officiel de la Banque centrale du Congo? Bien, la nouvelle réactualisation du taux de change se présente comme suite. Actuellement, la Banque centrale renseigne que 1 dollar se change à 2804 francs, un franc CFA vaut 4,63 centimes et 1 euro se change à 3042 francs. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle. Nous sommes focalisés particulièrement dans la commune de Makala. Et dans ce lieu circonscrit comme cible, 1 dollar se change à 2800 francs. Un franc CFA vaut 4,65 centimes et 1 euro se négocie à 3050 francs. Alors, j'aimerais qu'on parle également de cette bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo en général. On parle ici avec vous de la baisse du prix du carburant à la pompe. Alors, la question, elle est simple. D'après cet arrêté signé par le ministre de l'Économie nationale, quelles ont été les observations faites par rapport à ces prix qui devraient être revus à la baisse à la pompe? Les prix de carburant sont revus à la baisse dès ce samedi 25 mai dans la zone ouest de la République démocratique du Congo. Ceci intervient un mois après la révision à la hausse par le gouvernement congolais. L'arrêté signé le 23 mai par le vice-ministre, ministre de l'économie nationale, ad intérim, fait suite à un rapport de la sous-commission chargée de la finalisation des travaux relatifs aux préoccupations techniques soulevées lors de la réunion spéciale du comité de suivi des prix de produits pétroliers du 15 et 16 mai 2024. Et le litre d'essence qui coûtait 3 475 francs est rabattu à 3 440 francs. Le pétrole qui quitte de 2 900 francs congolais à 2 875 francs. Le gazoil de 3 465 francs
à 3 435 francs et la FOMI de 2 080 francs congolais à 2 021 francs. Le taux de change a été maintenu à 2 500 francs pour $1 américain. C'est une décision qui concerne toute la République démocratique du Congo, mais déjà, dans quelle zone exactement s'est observée cette modification? Je parle bien de la baisse du prix du carburant à la pompe. Il s'agit de la zone ouest de la République démocratique du Congo qui comprend les provinces de Kinshasa, d'Équateur, du Congo central, du Kwango, du Kwilu, du Maïndombe, de la Mongala, du nord Ubangi, du sud Ubangi et de la Chouapa. Alors, Judith Tulamaka, on va se quitter avec cette question. C'est d'ailleurs une question qui nous vient de nos téléspectateurs. Trop de spéculation autour de la fixation du prix de carburant à la pompe. Beaucoup ont du mal à comprendre comment ça se passe. Je fais intervenir un concept, un mot qui est devenu presque familier, structure de prix. Nous avons la chance de vous avoir. Comment ceci fonctionne exactement? En République démocratique du Congo, les prix de carburant sont déterminés en fonction de l'évolution des 3 paramètres clés. La structure des prix, il s'agit des prix d'importation des produits pétroliers, de la structure du volume par zone géographique et le taux de change. Lorsqu'un de ces facteurs dépasse le seuil de tolérance fixé à 5%, une adaptation des prix est requise. Cependant, de manière pratique, le prix de carburant à la pompe ne dépend pas justement de ces mécanismes classiques du marché, mais résulte bien évidemment de négociations entre le gouvernement congolais et les industries pétrolières. D'une part, la société pétrolière maintient les prix artificiellement à un niveau le plus bas possible et d'autre part, le gouvernement congolais s'engage donc à couvrir les pertes et manques à gagner. Et actuellement, le gouvernement de la RDC prend en charge 40% du prix réel de chaque litre de carburant pour préserver le pouvoir d'achat des consommateurs. Et cette régulation est cruciale en raison de la nature stratégique du carburant et de son impact sur divers secteurs. Merci beaucoup à vous pour ces précisions. Je rappelle que vous étiez à la présentation des chiffres clés. C'était un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Merci à vous, c'était un plaisir. Après, nous allons cette fois-ci poursuivre pour prendre notre prochaine rubrique. Il s'agit du dossier qui nous est présenté par Judith Piombo. Judith Piombo, bienvenue. Merci. Alors avec vous, nous allons parler de cette liste qui a été rendue publique par le Fonds monétaire international, une liste qui classifie les économies d'abord et avant tout en Afrique. Et la question, et d'ailleurs ma question elle est principale, elle est simple, quels sont les facteurs qui influencent ces classements du FMI? Alors d'après la directrice fondatrice du programme Afrique de la Fondation Carnegie pour la paix internationale, ce réaménagement du classement des pays reflète ou encore est dû aux défis fiscaux mais aussi aux différentes politiques monétaires qu'ils ont mis en œuvre. Comparativement à 2023-2024, la question, quels sont les pays alignés en Afrique? Tout en dressant justement un parallélisme entre 2023 et 2024. Voilà, s'agissant de la petite étude comparative, commençons en 2023, soit juste une année avant ce réajustement, mais avant d'y arriver, soulignons que malgré les différents défis mondiaux, mais également régionaux, l'économie africaine a comme ça maintenu une croissance assez soutenue. Alors revenons en 2023 pour commencer avec le premier pays, d'après le classement du Fonds monétaire international, c'était le Nigeria qui a maintenu sa position de leader avec un produit intérieur brut de 390 milliards de dollars américains. Puis l'Égypte qui a consolidé son rôle de moteur économique en Afrique du Nord et l'Afrique du Sud qui, malgré les défis internes, a conservé sa place avec un PIB de 380,91 milliards de dollars américains. Et pour cette année, c'est l'Afrique du Sud qui a remporté la première place avec un PIB de 373 milliards de dollars américains, suivi de l'Égypte avec un PIB de 347 milliards de dollars américains et l'Algérie, riche en pétrole, prend la troisième place avec un PIB qui s'élève à 267 milliards de dollars, suivi du Nigeria, autrefois considéré comme le géant économique de l'Afrique. Lui, son PIB est maintenant de 253 milliards de dollars. Et on finit avec l'Éthiopie qui occupe la cinquième place avec 205 milliards de dollars. En observant cette liste, Judith Piombo, on constate que la RDC est le grand absent, mais il y a quand même une aporie, d'autant que certaines analyses et même certaines statistiques font état de la RDC et ont enregistré plusieurs prouesses en ce qui concerne les avancées économiques.
Qu'est-ce qui justifie son absence sur cette liste ou ces classements du Fonds monétaire international? Voilà, pour le cas du pays, ces perspectives de croissance qui restent comme ça assez supérieures à d'autres pays de la sous-région sont malheureusement soumis à des aléas assez négatifs concernant particulièrement la guerre à l'est du pays, mais également d'une autre part la conjoncture internationale qui n'est pas très certaine. Alors prenons quand même cette question généraliste. Est-ce que l'on peut dire aujourd'hui, selon vos observations et même vos orientations et votre façon de voir les choses, que la grandeur d'une économie, principalement on parle de l'Afrique ici, une économie africaine, s'est traduite par la qualité ou l'amélioration de la qualité de vie de ses habitants? Alors à ce stade, il sera assez difficile d'affirmer que la taille des économies africaines influe ou encore affecte directement la qualité de vie de ses habitants, puisque à nos jours encore, il y a de ces pays qui se débattent avec des dettes assez croissantes, des problèmes d'infrastructure, une inflation record et une croissance économique faible. Et donc, ces défis et tant d'autres encore, tels que la hausse du taux d'intérêt des banques centrales, affectent le pouvoir d'achat des individus, mais également des ménages de ces économies. Alors, on se quitte avec cette question, Judith Piombo, sur les perspectives économiques en Afrique, mais aussi, j'aimerais que vous puissiez nous aborder quelques facteurs qui influencent ces dernières. Alors, selon le Fonds monétaire international, les défis mondiaux persistent, tels que l'inflation élevée, la hausse des coûts d'emprunt, les chocs climatiques, mais également l'instabilité politique qui affecte également les perspectives économiques. Mais ce n'est pas pour autant que toutes ces économies restent pour autant sombres. On peut, comme ça, parler au-delà de tout ceci, du continent africain qui sera deuxième région économique la plus dynamique cette année, avec une croissance de 3,5% pour 2024 et 4% en 2025. Merci beaucoup, c'était un plaisir de partager avec vous ce plateau. Merci à vous, le plaisir est partagé. À quelques heures de la sortie du gouvernement Judith Souminois, des ballons d'essai ne cessent d'être lancés, mais entre-temps, sur les lèvres des Congolais, une critique forte revient sur ces différentes propositions. Ah ben oui, ces individus peuvent-ils servir cette deuxième mandature du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Peut-on compter sur certains? En tout cas, ces questions trouveront des réponses en ce face-à-face entre Gardidiana et Zoumé Kolai. Il est notre invité du jour. Gardidiana, bienvenue. Merci. Gardidiana, je vous présente. Vous êtes observateur, mais aussi analyste politique. Alors, la question qui arrive immédiatement après, nous sommes justement en train d'observer un cocktail des noms qui circulent dans la presse. Et vous avez eu le temps également d'observer et d'apprécier les différents noms cités qui reviennent d'ailleurs sur la liste. Quel est votre point de vue sur ces différents candidats? La question est pertinente, mais avant, dans le fond, il faut savoir que les listes qui circulent avant la mise en place d'un gouvernement répondent de des natures. Il y a des listes qui, effectivement, sont des ballons d'essai pour essayer de sonder l'opinion pour voir quelle est la notoriété de cette personne-là. Mais d'une autre part, c'est une forme de pression qu'on met à l'exécutif, disons au chef de l'État. Certains qui se mettent dans leur coin utilisent les médias pour faire citer leur nom, pour voir le feedback et faire pression. Mais dans le fond, je crois qu'il y a toujours eu, dans le lot de noms qu'on cite, certaines personnes qui peuvent faire l'unanimité en interne. Il y en a plusieurs. Je crois que s'il faut parler des individus, on ne finira jamais assez. Par exemple, quand on revient sur le nom au niveau de l'UDPS ou de proches du chef de l'État, il y a certains noms qui sont revenus. À la limite, je comprends la logique. S'il faut rester sur la logique des résultats, il y a des noms qu'on cite, c'est des gens qui, sans être forcément membres du cabinet, sans forcément être ministres, sans forcément être députés, ont pu aider le chef de l'État tout en étant simple mandataire. Dans leur parcours, elles ont apporté quelque chose, ces personnes. On parle par exemple de Guy Modiavita et Kabongo. Les gens ne le savent pas, c'est un ami d'enfance du chef de l'État. Les affinités n'ont rien à voir avec la gestion de la chose publique. En tant qu'ami, si il devrait être privilégié, il aurait eu. Il n'a été ni ministre, ni à gauche, à droite, mais tout en étant directeur du journal officiel, avec ses propres fonds, a construit près de 29 écoles à Tshilenge. Au-delà de ça, les gens ne le savent pas. Certains ont dit non, c'est un avenant, puisque vous parlez également, non, c'est pas d'affinité. Les gens oublient qu'il est le seul à avoir obéi au mot d'ordre d'Étienne Tshisekedi en 2011, interdisant aux députés de siéger.
Il a été élu, mais il n'a pas siégé parce qu'il respectait le mot d'ordre. Vous mettez en avant-plan la loyauté. C'est quelqu'un des l'UDPS, c'est quelqu'un des travailleurs. Il a quitté le journal officiel, allait poser la question. Il n'y a aucun mauvais témoignage sur lui. Ça veut dire que si on veut aller dans le rapport résultat-récompense, je pense que c'est parmi les gens qui arriveront avec une certaine notoriété, avec un nom, qui peuvent aider le chef de l'État parce que de là où il provient, au bas de l'échelle, il a fait. On doit quand même le dire et rappeler un fait, le chef de l'État était déçu de la plupart de ses collaborateurs, beaucoup plus ceux de la diaspora. Guy Mondial-Vita, vous citez, je reviens sur le nom, est également de la diaspora. Qu'est-ce qui rassure qu'il fera différent? On n'est pas devin, mais je crois que c'est lui qui est fidèle dans les petites choses, le sera dans les grandes choses. Il a été directeur du journal officiel, un simple établissement qui dépend de la présidence de la République, a réussi, après autant d'années, plus de 3 décennies, moi et vous, on fréquentait le journal officiel. Aujourd'hui, ils ont un bâtiment neuf, construit en 4 ans. La même personne, avec le peu d'émoluments qu'il gagne avec ses revenus, non seulement pendant la campagne, même avant la campagne, a pu apporter un développement chez lui, à Chilenge. Engager un projet de 29 et construction de 29 écoles, dont, quand on parle ici, 10 écoles sont déjà livrées, où les élèves étudient, ça prouve à suffisance qu'il vient de la diaspora, mais il voit les choses différemment des autres. Individuellement, on le voit comme ça. Dans l'entourage du chef de l'État, il n'est peut-être pas le seul, mais quand les gens le citent, je peux comprendre. C'est dans le rapport résultat et récompense. Il y en a d'autres où on peut citer, par exemple, la fille du prof Kambaï Boatia, qui est aujourd'hui directeur de cabinet adjoint du chef de l'État. Vous citez Mme Nicole Boatia. Est-ce que pour elle, on parlerait d'une récompense ou d'une méritocratie? On ne parlerait pas de récompense Guichungu parce que, vous savez, au-delà d'être une femme, qui aujourd'hui est un élément d'attraction, parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que dans cette vague de masculinité positive, il y a cette tendance à accorder beaucoup plus de place aux femmes. Quand vous avez une femme qui, c'est vrai, au-delà des diplômes, j'aime pas trop rester dans ça, qui est aujourd'hui, a fait ses preuves en tant que doyen des facultés de droit, William Booth, quand vous avez une femme qui a co-géré le cabinet du chef de l'État sans scandale, sans qu'il y ait quoi que ce soit cité dans les histoires d'argent, quand vous avez une femme dans sa fondation et beaucoup plus dans les actions sociales, c'est difficile de pouvoir dire quoi que ce soit. Mais je ne pense pas qu'on doit rester sur le passé. Mais pour moi, le Congolais aimerait voir le chef de l'État évoluer dans les critériums de ce choix. Il y a des gens qui, quand vous citez le nom, le peu de passé qu'ils ont eu aux côtés du chef de l'État, sans revendiquer quoi que ce soit, on peut faire quelque chose. Il y en a plein, le nom on peut citer. Vous me posez la question, je demanderai au chef de l'État, de garder Tony Mwaba. Parce que rapport, résultat, récompense. Mais encore une fois de plus, ça dépend de son pouvoir discrétionnaire, c'est à lui de voir. Mais la plupart des noms qui sont cités, par exemple lesquels qui n'ont pas tous, parce que certains, c'est... J'ai vu un carton où on citait Fils Moukoko, ministre des Finances. Il y a un autre nom qui est revenu quasiment sur toutes les listes. Jacquemain Chabani, votre appréciation sur l'homme? Je veux dire une vérité. C'est quelqu'un de très solide. Pendant la gestion de la campagne, il a laissé transparaître beaucoup d'erreurs. Ça, c'est une certitude. Le Jacquemain Chabani, directeur de campagne du chef de l'État, c'est vrai, il y a eu la victoire, mais dans le fond, il y a eu beaucoup de casse. Je comprends, la question électorale est une question d'expertise. Il est peut-être certes un juriste avéré, mais pas dans la question de la gestion de la campagne, et surtout avec l'imbroglio qui régnait au sein de l'UDPS. Mais on se mettrait d'accord tous pour dire que Jacquemain fait partie des rares intelligences que comptait l'UDPS. Le seul jeune qui, pendant le vivant de Etienne Tshisekedi, a gravi l'échelon de secrétaire général. J'aimerais aussi vous arracher votre avis sur le retour de Patrick Mouyaya. On doit dire que ça fait couler assez d'encre de salive, un débat autour, et vous êtes observateur. Pensez-vous que s'il y a une reconduction, il le mérite? Aujourd'hui, il y a un vrai débat autour de la personne de Patrick Mouyaya. Pourquoi? Parce que, j'ai l'habitude de le dire, le Congolais est un peuple aujourd'hui qui juge au lieu d'analyser, de comprendre. Patrick Mouyaya, la plupart des gens qui jugent, le jugent sur base de la mère Méndé. Je ne sais pas comment et pourquoi. La mère Méndé Deux écoles différentes. Exactement. La mère Méndé est devenue ce qu'on appelle un référent en matière de porte-parole. Mais je leur dis souvent, le porte-parole n'est que la petite branche. Le rôle principal, c'est ministre de la communication et des médias. Est-ce que si on rentre dans le fond, dans le réforme et autres, on peut mettre un main de côté de Patrick Mouyaya, on se mettra d'accord? Non. Mouyaya a réussi à assainir. À être ministre de la communication et médias. Et côté porte-parole, il a fait à sa manière parce qu'il est d'une autre école. Il est de l'école que moi j'estime. Pourquoi? J'ai toujours dit aux gens, dans la communication institutionnelle, il y a 3 phases essentielles. Il y a l'information, certes, il y a la mobilisation et l'animation.
Dans les deux branches, ça va au-delà de la simple information. C'est vrai que les gens se disent, mais il est plus journaliste. Oui, mais c'est dans l'ADN. Il a été journaliste, mais au-delà d'être journaliste, il est communicologue. Vous n'allez pas l'imposer, lui, d'utiliser les mêmes méthodes que Lambert Mende. La question, c'est qu'il est arrivé dans une période très cruciale. Regardons-nous droit en face et disons-le. Est-ce que dans son approche changement narratif sur la question sécuritaire, est-ce que cette communication n'a-t-elle pas accompagné les approches diplomatiques pour qu'aujourd'hui cette voix de la RDC soit entendue différemment? J'émettrai quelques critiques, je dirais, j'aurais aimé qu'on aille aussi à l'assaut des autres médias internationaux comme les autres. Il en a fait du mieux qu'il a pu, mais dans le fond, on verra que c'est une autre école qui a fait quelque chose qui ne serait pas un regret. Alors, on se quitte avec cette question, Gardidiana. Le bureau définitif est installé. Le gouvernement, Madame la Première ministre, elle est connue depuis tous ces temps. Le gouvernement sera connu d'ici, le membre du gouvernement sera connu d'ici quelques heures. Quelles devraient être les priorités et les urgences de ce gouvernement, Judith Souminois? La vérité, c'est qu'on peut dire ce qu'on a envie de dire. Il a devant lui les 6 piliers qui sont en fait l'arc-bouton de la réélection du chef de l'État. Mais dans le fond, quand il résume les 6 piliers établis par le chef de l'État, il y a un point essentiel. Le point essentiel, c'est qu'il faut redorer la tangente économique de la RDC. On a besoin de l'argent pour la sécurité. On a besoin de l'argent pour relever, pour rebâtir ce Congo qui est un vaste chantier dans tout le domaine. On a besoin de moyens pour pouvoir appliquer une politique diplomatique cohérente. On a besoin de moyens parce que, pour moi, l'élément essentiel, le Congo doit jouer son rôle de catalyseur et d'impulseur de développement sur le continent. Vous voyez, aujourd'hui, on a gagné du point. Pour une fois dans l'histoire, la RDC a été au cœur d'une résolution de conflit. C'est les genres d'initiatives qui nous permettent à nous de pouvoir gagner des galons et de pouvoir fédérer les autres forces autour de nous parce qu'on porte en nous une grande destinée du continent africain. Et vous verrez aujourd'hui que le Tchad, il restera dans l'histoire un accord obtenu grâce à la RDC qui a apporté la paix, qui a remis l'ordre constitutionnel dans un État. Et pour ça, le Congo a besoin d'aller vers les secteurs portés. Le Congo a besoin d'aller cette capacité de mobilisation vers son économie plein potentiel. Pour ça, la grande stratégie à mettre aujourd'hui, c'est changer de paradigme. Il faut aller vers le valeur différentielle de la RDC, il faut permettre à la RDC de produire, nourrir ses enfants et de se donner le moyen de ses ambitions. Pour moi, tout se résume à ces niveaux-là. Et je comprends le chef de l'État voulu d'une technocrate. J'espère qu'elle le sera. Elle ne viendra pas pour nous ramener dans cette économie de quête où on produit juste pour des raisons de consommation. Merci beaucoup à vous pour ces précisions. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. C'est toujours un plaisir. Voilà, on va évoluer avec cette information sur la modernisation du laboratoire chimique de l'usine de la société minière de Kilomoto de Sokimo à Lizy en Ituri qui devrait permettre à cette société de l'État congolais de se lancer dans la production du lingot d'or. En mission à Lizy, le directeur général de la Sokimo, Pitish Bonongo Pokole, s'est rendu compte de l'évolution et même les avancées de ce travaux qui se tiennent sur place. Élément de reportage tout de suite avec Benita Moini. Le directeur général de la société minière de Kilomoto, Pistis Bonongo Tokole, a effectué récemment une mission à Nizi, localité située à 30 km au nord de la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, en République démocratique du Congo, où il s'est rendu compte des avancées enregistrées notamment dans la modernisation du laboratoire chimique de Nizi. Désormais, l'usine de la Sokimo à Nizi dispose d'un laboratoire chimique doté des matériels répondant aux normes de la nouvelle technologie. Lors d'une visite guidée, le directeur général Pistis Bonongo n'a pas caché sa satisfaction pour la qualité du matériel constituant ce laboratoire de grande importance, notamment pour le contrôle et l'appréciation de la qualité de minerais. De son côté, le banc syndical salue les efforts des dirigeants de la Sokimo qui investissent dans l'acquisition des nouveaux engins miniers et matériels pour le laboratoire chimique. Des actes significatifs qui ouvrent la voie au redémarrage des activités de production depuis longtemps en arrêt. Le personnel des exploitations Kilo est débordé de joie parce que ce que nous venons de voir, c'est quelque chose de rare au sein de la Sokimo. Après plusieurs années de léthargie, nous avons la direction générale actuelle qui vient de pouvoir signer une réalisation assez importante par la commande des engins lourds afin de pouvoir redémarrer les exploitations au siège d'exploitation Kilo. Donc ici c'est un événement spécial
à ce sens que une succession d'employeurs n'a pas encore réussi à acheter avec des fonds propres de tels engins lourds pour redynamiser les exploitations. Donc c'est une belle histoire. Et ça touche un peu beaucoup plus les personnels parce que après avoir, n'est-ce pas, imprimé une politique sociale vraiment très limpide, et le personnel est en confiance et maintenant le personnel est prêt pour pouvoir, n'est-ce pas, accompagner cette relance. Il faut d'abord commencer quelque part. La Sokimo est restée longtemps sans produire l'or et la direction générale actuelle a dit que cela n'est pas normal. C'est comme ça que nous avons commencé par l'acquisition des engins importants et avec cette acquisition, nous allons maintenant exploiter de l'or. Et si nous exploitons de l'or, le produit fini sera destiné à la commercialisation. Tout en exprimant leur sincère remerciement au management de la Sokimo, piloté par le directeur général Pistis Bonongo, les syndicalistes porte-voix de tous les travailleurs sont persuadés que toutes les actions mises en œuvre contribuent à la renaissance de la Sokimo. Premièrement, nous tenons à remercier M. le DG. Si vous nous voyez aujourd'hui à Nizi, c'est la joie de tous les travailleurs de la Sokimo de voir au moins pour la première fois après plus de 30 ans qu'il y a l'acquisition des engins miniers. Il y a eu des DG qui se sont succédés à la tête de la Sokimo, mais nous n'avons jamais vu de tels exploits. C'est aujourd'hui que nous avons compris la volonté de l'autorité de la Sokimo à la personne de M. DG Pistis Bonongo Tokole. Il nous a prouvé que c'est un jeune leader qui a vraiment le souci de la Sokimo. C'est un monsieur qu'on doit applaudir, c'est un monsieur qu'on doit féliciter parce qu'il a la vision pour faire avancer l'entreprise. Nous avons dit que la jeunesse doit prendre la situation à la main pour booster la Sokimo. La Sokimo, c'est une très grande entreprise qui peut créer l'emploi à la jeunesse. C'est grâce à la relance, c'est grâce à la production de l'or à Nizi que même l'État congolais va donner l'emploi à la jeunesse à travers la Sokimo. Le gouvernement central doit tendre les mains au DG Pistis qui a la volonté de relancer cette entreprise. La Sokimo évolue dans un environnement socio-économique difficile. Parmi les alternatives de relance figure en bonne place la nécessité de remettre en état l'outil de production. Dans cette optique, la société a investi 5,3 millions de dollars américains sur fonds propres pour construire l'usine de Nizi inaugurée en 2017. Avec une capacité de production estimée à 270 kg d'or par an, soit une moyenne de 24 kg par mois, l'usine de Nizi est prête à produire bientôt son premier lingot d'or. Suivant cet objectif, un lot important d'intrants de laboratoire est attendu à Nizi en provenance de Kampala, en Ouganda. Allez, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et la suite, c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez sans temps. Au revoir et à très vite.